Il constitue la toute première cause de consultation dans les hôpitaux au Togo. Endémie devenue un véritable problème de santé publique, il décime les populations, surtout celles d'Afrique. Chaque année, 216 millions de personnes en sont infectées et près de 655 000 personnes en meurent. En Afrique, chaque minute, un enfant en décède. Son nom, c'est bien le paludisme. Vous l'aurez bien compris, nous sommes bien dans l'émission Vita Santé sur la 2, deuxième numéro, c'est ici et maintenant. Bonsoir. Pour ce deuxième numéro Vita Santé sur la 2, je reçois pour vous ce soir Dr Jean-Pierre Taba, il est médecin. Il va nous entretenir sur la question du paludisme. Docteur, le paludisme, ça nous concerne tous, c'est un véritable problème de santé publique. Dites-nous, qu'est le paludisme et quels sont les types de paludisme qu'on peut répertorier? Le paludisme est dû à une infestation par le microbe qui s'appelle le parasite qui s'appelle le plasmodium. Il y a 4 types de plasmodium. Le plasmodium falciparum, qui est tellement courant chez nous en Afrique subsaharienne ici, le plasmodium vivax, le plasmodium malarié, et le plasmodium ovale. L'agent vecteur qui transmet ce plasmodium à l'être humain est le moustique. Le moustique, lorsqu'il pique l'être humain, il inocule à l'être humain l'hématozoaire, qui est encore appelé le plasmodium. Donc nous avons pratiquement 2 types de paludisme, le paludisme simple et le paludisme grave. Il y a aussi des accès pernicieux et qui sont dus à d'autres types de plasmodium. Donc essentiellement c'est le plasmodium falciparum qui entraîne ces 2 types, ici en Afrique subsaharienne, qui entraîne ces 2 types de paludisme, le paludisme l'accès simple et l'accès grave. Alors physiologiquement, quel est le processus ou le cycle évolutif du plasmodium dans l'organisme? Le plasmodium, une fois qu'il est inoculé dans le sang de l'organisme par la piqûre de l'agent vecteur qui est le moustique, il passe d'abord dans le foie, se développe dans le foie et après est déversé dans le sang et va coloniser les globules rouges. Et c'est au cours de cette colonisation des globules rouges qui se développe et puis éclate les globules rouges. Et généralement, c'est ça qui entraîne l'anémie au cours d'un paludisme grave ou un paludisme simple, pratiquement. Et cela peut durer combien de temps? Généralement, en moyenne, après la piqûre du moustique, le cycle du plasmodium dans le sang dure en moyenne 21 jours. Avant que le plasmodium arrive à l'âge adulte pour pouvoir créer la maladie, créer le paludisme chez l'être humain, il y a entre ce cycle, entre ce début et puis la fin du cycle, pratiquement, c'est 21 jours. Pratiquement. Dites-nous plutôt, est-ce qu'il y a des personnes qui peuvent être infectées et ne pas développer la maladie? Oui, il y a des gens, généralement, tout le monde a en son sein le parasite, le plasmodium, tout le monde a en son sein le plasmodium, mais ça dépend du nombre du plasmodium dans le sang. Donc on le définit ce nombre par la densité parasitaire. Dans la densité parasitaire, au cours d'une GE, ça c'est carrément l'examen qu'on fait pour diagnostiquer l'existence du plasmodium dans le sang. Donc cette densité parasitaire est exprimée par le nombre de plasmodium par millimètre cube ou bien millilitre de sang. Donc quelqu'un peut avoir un petit nombre de plasmodium dans le sang et ne pas faire le paludisme. Et quelqu'un peut avoir aussi beaucoup et ne pas faire le paludisme. Ça dépend de l'état aussi, l'état immunitaire de la personne aussi. Parce qu'on acquiert l'immunité contre le plasmodium au moment où, en étant jeune, entre l'âge de 0 et 7 ans, quand on séjourne dans un milieu endémique, comme le nôtre, le Togo, dans un milieu endémique. Donc, au cours de notre évolution, au cours des différentes phases de la maladie, quand on fait plusieurs fois la maladie, le paludisme, on développe entre 0 et 5 ans l'immunité contre le paludisme. Docteur, on entend parler souvent de neuropaludisme. Dites-nous, qu'est-ce que c'est et comment cela se manifeste? Le neuropaludisme, c'est ça qu'on appelle le paludisme grave, forme neurologique, qui se retrouve généralement, comme je l'ai dit tantôt, chez les enfants de moins de 5 ans, pratiquement. L'enfant arrive dans un état
de coma possible, ou dans un état de torpeur ou d'omnibulation. Et l'enfant peut-être aurait fait aussi des crises tonico-cloniques à la maison, c'est-à-dire c'est des convulsions qu'on appelle des crises tonico-cloniques à la maison. Et l'enfant présente aussi une souffrance neurologique. Et c'est ces signes qu'on regroupe sous un syndrome, les signes de troubles neurologiques pratiquement. Donc généralement dans le paludisme grave, forme neurologique, ou généralement le neuropalu, comme on le dit le neuropalu, c'est ce qu'on rencontre généralement. Ainsi décrit, quels peuvent être les signes cliniques du paludisme? On a deux types de paludisme pour commencer. Le paludisme simple. Le paludisme simple, il commence généralement par une fièvre. La personne ou bien le patient arrive à l'hôpital et présente ou bien dit au médecin qu'il a une fièvre, qu'il a les maux de tête, qu'il a des courbatures. Généralement, c'est des arthralgies, c'est des douleurs dans les articulations, qu'il a des myalgies. Généralement, c'est des douleurs dans les muscles et aussi des troubles digestifs, des fois, genre comme la nausée, le vomissement, même ça peut aller jusqu'à la diarrhée, des fois. Ça peut aller jusqu'à la diarrhée. Ça, c'est pour le paludisme simple. Ça. Pour le paludisme grave, généralement, on le rencontre chez les enfants de moins de 5 ans, entre 0 et 5 ans, disons, généralement, c'est comme ça. Donc, aux signes du paludisme simple s'ajoutent généralement les troubles neurologiques. Ça peut partir d'une simple obnubulation jusqu'à un coma stade 2. Il y a aussi les convulsions qui peuvent être des convulsions, des convulsions tonico-cloniques. Il peut aussi avoir une anémie sévère, généralement. Il peut aussi avoir les émissions des urines Coca-Cola, pratiquement, des urines qui sont tellement colorées, pratiquement. Et aussi, généralement, on peut aussi avoir une hypoglycémie. Une hypoglycémie, c'est la baisse du taux de sucre dans le sang. Généralement, c'est ça. Donc, c'est de façon ramassée les signes qui, généralement, sont rencontrés dans le paludisme simple et le paludisme grave. Et il y a aussi des accès pernicieux qui sont retrouvés généralement dus au Plasmodium falciparum, plutôt au Plasmodium vivax, malarié et ovale. Mais ces formes ne sont pas tellement, en tout cas, récurrentes dans nos régions ici. Généralement, ici, le paludisme est dû essentiellement par le paludisme et le Plasmodium falciparum. Et c'est lui qui entraîne soit la forme simple ou la forme grave. Un syndrome d'un cas, ne surtout pas confondre avec le syndrome méningé, j'espère. Oui. Il ne faut pas, c'est là, en tout cas, l'intérêt généralement de nous, les praticiens de santé, de faire une analyse qu'on appelle la ponction lombaire quand un enfant se présente avec un syndrome méningé pratiquement, ou des troubles neurologiques. On peut confondre, on peut passer à travers, ou bien se dire que c'est un paludisme grave, alors que c'est une méningite que l'enfant vient de faire. Donc c'est là l'intérêt de nous les praticiens, de nous les médecins, d'être tellement vigilants, ou tellement aguerris, ou tellement informés par rapport à ces types, pour ne pas confondre ces types de maladies. Docteur, dites-nous comment se passe le traitement du paludisme aujourd'hui. Le traitement du paludisme, c'est la quinine. La quinine qui est le traitement du paludisme par excellence. Donc au jour d'aujourd'hui, il y a eu des chloroquino-résistances, c'est-à-dire des résistances à certaines molécules dérivées de la quinine. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est la quinine qui est le traitement par excellence du paludisme, que ce soit un paludisme simple, que le paludisme, qu'il soit simple ou grave. Il y a aussi des dérivés de l'artémisinine qui sont pratiquement des combinaisons thérapeutiques qui ont été découvertes plus tard, qui sont pratiquement l'artéméter et la lumefantrine, ou soit l'artésunate et la modiakine, ou soit la dihydroartémisinine, plus la phosphate de piperakine. Vous avez parlé dans vos propos de la quinine. On observe souvent des allergies. Comment vous prenez et quelle est la méthode de traitement de cela? C'est vrai qu'il existe des allergies reconnues et retrouvées au cours des traitements de la quinine. Si le patient est allergique au traitement par la quinine, on peut le remplacer par, de nos jours, les dérivés, les combinaisons thérapeutiques qui sont les dérivés de l'artéméter
et associé à d'autres molécules. Je pense qu'avec ces nouveaux médicaments, la personne peut développer moins d'allergie que si c'était avec la quinine. Mais si, avec ces nouveaux médicaments, l'allergie persiste, on traite aussi l'allergie concomitamment au traitement du paludisme. Dans nos patients, c'est des molécules qu'on donne aux patients pour pouvoir bloquer le développement de l'allergie et comme ça continuer le traitement antipalustre par la quinine ou autre molécule. Et pourtant, nombreux sont ces doublés qui souffrent de ce mal du paludisme. Et il nous intéresse ce soir de savoir quelle est la situation réelle du paludisme au Togo. C'est à travers cet élément, ce reportage. Je dirais qu'il y a quand même une évolution. Si nous prenons les statistiques pour l'année 2011, nous avons eu au niveau des formations sanitaires 25% des cas de paludisme. C'est-à-dire si vous prenez 100% de personnes qui sont venues pour problèmes de santé, 25% représentent ceux qui sont venus pour consulter par rapport au paludisme. Et ça, c'était pour l'année 2011. Mais en 2010, nous avions 49% enregistrés comme personnes consultées par rapport au paludisme. Vous comprenez quand même qu'il y a une évolution. De 49% en 2010, on est à 25% en 2011. Et ça, c'est pour toutes causes confondues. Par rapport aux enfants et par rapport aux femmes, nous avons aussi des chiffres. Quand tu prends par exemple les femmes enceintes, nous avons constaté par rapport en 2011 que 5,6% de femmes enceintes sont venues consulter pour paludisme. Par contre, en 2010, nous étions à 14,29%. Vous voyez encore que là, il y a quand même un effort qui est fait. Quand vous prenez dans les milieux d'hospitalisation, dans les hôpitaux où on garde les malades du paludisme, là aussi, nous notons qu'en 2011, nous avons eu 22% qui ont été hospitalisés pour paludisme. Alors qu'en 2010, nous avions 49%. Ça veut dire que, effectivement, nous sommes en train aussi de voir un peu comment faire pour ne pas avoir un paludisme grave afin d'être hospitalisé. Comparativement aussi, en 2010, nous avions 42%. Donc 2009, c'est 49%, je crois que je vais faire une petite erreur. Et en 2010, c'est 42%. Mais en 2011, nous avons 22,2% par rapport au taux que nous avons eu dans les milieux hospitaliers, donc dans les CHU, dans les hôpitaux où on garde les malades. Par rapport à la létalité, c'est-à-dire que des personnes qui sont mortes du paludisme, nous avons au niveau de ces chiffres, en 2010, nous étions à 3,5%, tandis qu'en 2009, on avait 4%. Donc déjà en 2010, il y a eu quand même un début de réduction. Par rapport aux enfants de moins de 5 ans, nous avons en 2011 40% des enfants qui ont été consultés par rapport au paludisme contre 2010 qui était à 54,30%. Là aussi, nous pensons qu'il y a quand même une légère évolution. Donc, la lutte dans le pays quand même fait son chemin. Voilà, docteur, le tableau statistique de la maladie du paludisme est ainsi décrit. Dites-nous, on parlait entre-temps de cure du paludisme. Est-ce que cela est d'actualité? Comment ça se passe? Comme je le disais, en zone endémique, on ne conseille pas de cure anti-palustre. Parce que entre l'âge de 0 et 7 ans, l'enfant a le temps
de développer l'immunité contre le plasmodium. Donc, si on fait des cures itératives, la personne, on va couper la chaîne de développement de l'immunité et la personne à l'âge adulte ne pourra pas vraiment résister contre un paludisme, donc pourra faire un paludisme grave. La transition, docteur, est toute faite. Parlez-nous un peu de l'automédication. C'est que c'est une pratique peu recommandée, pas du tout recommandée en médecine. Qu'en est-il réellement? L'automédication n'est pas conseillée en cas de paludisme. En général, l'automédication n'est pas conseillée en cas de toute maladie, en l'occurrence le paludisme. Pourquoi? Parce que si une maladie peut mimer pratiquement les signes et les symptômes du paludisme, mais ce n'est pas le paludisme, mais le patient va croire que c'est le paludisme qu'il fait et il prend le traitement antipalustre. Et aussi, il y a aussi le fait que le traitement antipalustre aussi respecte des doses. Au cours du traitement, on respecte certaines doses et le temps qu'il faut pour le traitement, la durée du traitement. Donc, généralement, dans l'automédication, les patients ne connaissent pas la posologie appropriée pour traiter le paludisme. Donc, en l'occurrence, ne savent pas les doses qu'il faut appliquer pour pouvoir traiter ce paludisme. Donc, prennent le traitement à tort. Donc, comme ça crée des résistances au plasmodium. Donc, ça fait que nos médicaments qu'on a au jour d'aujourd'hui, si le patient, les patients s'automédiquent généralement, pratiquement, on ne va plus avoir de traitement contre le palud, parce que tous les médicaments qu'on aura vont développer, le plasmodium va développer des résistances contre eux, et pratiquement on n'aura plus de médicaments. Donc c'est un danger. L'automédication, c'est un danger pour les patients et aussi un danger pour les médicaments, les molécules qu'on utilise dans les traitements. Nous voilà ainsi arrivés à une étape importante, sinon essentielle, de l'émission Vita Santé. Cette émission de Santé sur la 2, c'est bien la rubrique Explique-moi Doc, une rubrique qui vous permet à vous de vous exprimer sur des questions, vos inquiétudes sur la santé. Vanyem nyanke nana bene do ala jigome kwa enina palui ni bwana be emuye vamnya mero pas na sibenyene na nyan sumutikea ekpe tropona vamero abono yosia ekpe mpona yo mi dona mustika gakecha paluya egba fana pe ni tom buna ntika bo nuke ni palu devie me ganho to gba mere pe palu ekpe commencer na et tolele na me anda jakele de sundo yo bam mol rokatale parum manalize palabam le size bada na be te no bada re sense e bela kro yo te sense mutu kana mbare yakana tu sokyo mba handu tutia mbala kana rozama yarja pochano bu jonne na ezmarla e ma yak mutu kele mon sokman se table de bolinda yo se galo gomne mayali yo mango munduze porque munduze português sino ya la ba mara hela na bala de ne pai pas musicaire salade de ouvrier. La seule question que j'ai, la plus grande majorité de la population, nous utilisons les moustiquaires, disons les moustiquaires autres. Bon, la plus grande, nous ne dormons pas sous les moustiquaires. On ne sait pas si quand on utilise les moustiquaires là, ça nous causera certaines conséquences ou quoi. Si ça va causer certaines conséquences, on peut nous donner certains conseils à propos de ces moustiquaires et les insecticides que nous utilisons dans nos chambres. L'utilisation de ces spirales, est-ce que c'est conseillé? Puisque ce n'est pas prescrit à l'hôpital qu'il faut utiliser le spiral. Maintenant, nous qui l'utilisons, ou bien les personnes qui l'utilisent, est-ce que c'est conseillé d'utiliser le spiral? On a un peu de maux de tête, on dit qu'on a le produit. Vraiment, est-ce que c'est diagnostiqué? Docteur, vous avez suivi comme moi les préoccupations, sinon inquiétudes des citoyens sur le paludisme. Une question qui revient souvent, c'est la question relative aux vaporisateurs et aux spirales. Qu'en est-il réellement? Dites-nous un peu.
Les spirales et les vaporisateurs, généralement, sont connus chez nous sous le nom de répulsifs anti-moustiques. Il va sans dire que les moustiquaires, ou bien généralement les spirales que nous utilisons, cela crée des problèmes de santé. Et cela se constate lorsque, pour la première fois, vous utilisez le spiral. Le lendemain, vous aurez ce qu'on appelle peut-être le rhume. Généralement, quand on utilise une spirale dans la chambre, l'inconvénient que ça peut avoir chez la personne qui l'utilise, c'est si la personne fait un asthme, la personne développe une allergie connue peut-être à un des constituants de cette spirale, ou bien de ce qu'elle utilise pratiquement, elle peut développer un asthme, ou bien elle peut développer une allergie, ou bien aussi elle peut être étouffée par la fumée qui dégage cette spirale-là. Et parlant de vaporisateurs, les vaporisateurs, les constituants, c'est des constituants chimiques qui existent dans les vaporisateurs. Donc, les gens aussi qui les utilisent peuvent aussi développer aussi des allergies. Quelqu'un peut faire un asthme. On a eu des gens qui ont fait des crises d'asthme quand ils ont utilisé des vaporisateurs dans la chambre. Donc, le danger que ça peut créer, c'est peut-être des allergies et des crises d'asthme que ça peut créer. Et aussi, ça peut aussi créer des allergies au niveau de la peau. On appelle des éléments de contact, des allergies de contact au niveau de la peau, parce que le contact de ces vaporisateurs au niveau de la peau peut entraîner des allergies, comme je l'ai dit tantôt. Alors, docteur, dans votre propos, on comprend aisément qu'il va falloir prendre des précautions pour éviter l'intoxication en